Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la résurrection d'un jeu, hein, vraiment une résurrection. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler du RMU, le Rollmaster Unified. Hein, donc c'est toujours chez ICE. Il est sorti en version physique l'année dernière. Les bouquins qui vont constituer la base ne sont toujours pas terminés. Il en manque un. Donc pour l'instant, on a le Corlo. Alors le Corlo, qu'est-ce que c'est? Lui, il couvre toutes les règles de création de personnages, de résolution d'action et de combat. Ensuite, nous avons le Spello. Le Spello, il va couvrir toutes les règles de magie et tous les listes de sorts qui... Là, il y en a vraiment beaucoup. Le Treasure Law, en fait, lui, toutes les manières pour faire pour que vous créiez des trésors, mais également des, comment dire, des matériaux spécifiques, etc. Donc ça, c'est le Treasure Law, et il y en a encore un dernier qui n'a pas été, qui n'est pas finalisé. C'est le Creature Law. Et le Creature Law, on espère tous le voir en 2025, mais pour l'instant, il n'y est pas. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous présenter les trois bouquins, ce serait trop en une seule fois. Je vais commencer aujourd'hui par vous présenter le Corlo. Mais avant tout ça, je voulais revenir un peu sur un petit historique de Rollmaster. Je vais prendre mes notes parce que je n'ai plus les dates en tête. En fait, Rollmaster, la première édition est sortie en janvier 1982. Donc, ce qui en fait un jeu vénérable, hein, bien entendu. Alors celle-là, je ne l'ai pas. Il y a la première édition revisitée qui est sortie en 1985. C'est la fameuse boîte bleue, en fait, je pense à peu près la plus connue. En 89, on a la deuxième édition révisée. Je crois que c'est celle-ci qui a été traduite. Ensuite, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de trucs hein, dans le master. Hein. Ensuite, nous avons eu le RMSS, le Rollmaster Standard System. Celui-là, je ne l'ai pas non plus. En 95, en 99, on a eu le Rollmaster Fantasy Role-Playing. Je crois que... Alors, je ne sais plus si c'est celle-là qui a été traduite. Bref, c'est celui-là. Le Rollmaster Express, qui était une version plus light des règles, qui se rapprochait un peu plus de MERP en 2007, que j'aimais beaucoup, mais on ne retrouve plus le PDF, c'est un peu dommage. Et enfin, le Corlo, donc enfin le Corlo, le Rollmaster Unified, le RMU, qui est sorti en 2023 en version physique. Je ne vous en avais pas parlé à l'époque parce que j'attendais d'avoir en fait au moins les deux bouquins suivants, ce qui est fait. Et donc là, là je vais devoir commencer mes présentations, mais dans un premier temps, je ne vais vous parler que du Corlo. Alors, je vais déjà vous parler de la forme. Alors, je vais très clair, mon Dieu, que c'est moche. Je ne sais pas ce qui a pris par la tête, dans la tête de chez ICE pour nous avoir sorti un truc aussi moche que ça en termes de couverture. Il paraît qu'il... Alors, l'illustrateur en question avait fait les couvertures d'une version en fait, de bêta test qui était vraiment beaucoup plus jolie. Et visiblement, c'est une volonté de ICE de faire du old school. Alors, on a du old school avec classe, hein, genre DCC, mais là, c'est du old school très moche. Alors, on est bien d'accord, on est bien dans le old school. Les vieux donjons, c'était... Alors, je parle pas de dessus, je parle d'avant. C'était très très moche. Et là, on a, si vous voulez, de l'old school moche, on y a droit. Donc, la couve est moche, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur... la maquette n'est pas terrible, les dessins les dessins intérieurs sont un peu mieux que la couverture extérieure, on va dire qu'ils vont de moyen à bof moins, hein, en restant gentil. Et la maquette est... Parfois on a des coupures, ce genre de choses. Bref, c'est assez... ça laisse une impression quand même d'amateurisme, ce qui est un peu dommage. Bon, alors ICE n'est plus la boîte qu'elle était à sa grande époque, à la grande époque de Rollmaster, à la grande époque de MERP, mais enfin, bon, quand même. Bon, alors, je vais vous dire quand même, on va pas s'arrêter à ça, parce qu'il y a quand même des trucs bien dans ce jeu. Alors, on va le feuilleter, hein, avant de passer à la suite, on va quand même le feuilleter un peu, histoire que je vous montre le contenu.
Alors c'est écrit assez gros quand même, du coup c'est très lisible, hein, ils ont pensé aux vieux. Ça, par exemple, c'est pas beau, quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà, en gros, la présentation qui a été faite pour le Rollmaster Unified. Alors là, on a quand même quelques dessins là, qui sont nettement mieux, mais à l'intérieur, heureusement. Et c'est assez disparate, en fait, en termes de qualité. Voilà. Bon, voilà ce que je peux vous montrer. Vous voyez, bon, les tableaux sont clairs. C'est clair, hein, alors, je dois dire un truc quand même, c'est que l'organisation des règles n'est pas trop mal. Pour celui-là, on a bien... D'ailleurs, en fait, c'est cette organisation de règles que je vais utiliser pour faire ma présentation. D'habitude, je passe d'un truc à l'autre parce que, enfin, je réorganise en fait les chapitres que je veux vous présenter. Mais là, j'en ai pas besoin parce que c'est bien foutu. Alors, un truc qui est con, vous voyez, donc là, on a le numéro de page qui est ici. Souvent, on a des références à des chapitres, genre, bon, là, je vous donne un exemple, c'est le 4.7, on vous dit, allez voir le 4.7. Le problème, c'est que ces chapitres ne sont jamais repris ici. On aurait pu mettre chapitre 4, voilà, chapitre 7, ici, ils n'y sont pas. Donc, pourtant, ils sont bien ici en termes de marque sur la tranche, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui le rappelle, et ça fait partie, en fait, de ce que j'appelle les problèmes de maquette du jeu, quoi. Bon, voilà. Voilà ce que je peux vous montrer pour l'instant. On va rentrer dans le détail maintenant. Alors sur le fond, je dirais qu'on est dans un Rollmaster 3, c'est-à-dire la base. Enfin bon, peut-être que tout le monde n'aura pas mon avis, mais en tout cas pour moi la base, c'est celle-ci, sur laquelle on a voulu reprendre. Alors vous savez, parce que le Rollmaster là, on avait, je ne sais plus, 8 compagnons, donc ce qui formait un paquet de règles absolument gigantesques. Et là, ce qu'ils ont pris, ils ont pris des trucs dans les compagnons qui leur semblaient importants, et en tout cas nécessaires, et les ont repris dans le Corlo, ce qu'ils appellent le Rollmaster Unified, donc qui est censé reprendre en fait toutes les éditions précédentes. Alors, c'est pas une compilation, enfin oui, on va dire compiler les règles, mais aussi les organiser différemment, les simplifier, ne pas tout prendre, car c'est le gros drame de Rollmaster. Le gros drame de Rollmaster, ça vient de tous les maîtres de jeu qui se sont sentis obligés de reprendre toutes les règles des compagnons, et qui fait qu'on a à la fin quelque chose de absolument imbitable et injouable, car Rollmaster, je rappelle, c'est une boîte à outils. Toutes les règles ne sont pas à prendre. Elles sont à prendre selon vos envies. Mais si vous en prenez trop, n'allez pas vous plaindre du système après. C'est vous qui n'avez pas fait gaffe, quoi. Voilà. En tout cas, eux, dans le RMU, ils ont essayé de prendre les règles essentielles et de les compulser dans un seul tome, en tout cas pour les règles de base, on va dire. Hein. Donc, règles de base dans le Corlo, création du personnage, résolution des actions, combat. Magie, trésor, créature, tout ça, c'est dans d'autres volumes. Alors, je vais vous montrer en fait les personnages. Hein. On va commencer par effectivement les personnages. Vous allez voir qu'on a un peu de tout. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que Rollmaster, c'est un système de jeu générique. C'est du générique Medfan, c'est-à-dire c'est un système de règles qui va pouvoir vous permettre de jouer n'importe quel jeu de rôle Medfan. Et donc, du coup, on a pas mal de on va dire de races différentes. Après, à vous de prendre celle qui vous convient à votre type de campagne. En sachant qu'on a toujours, à Rollmaster, il n'y a jamais eu de monde spécifique, sauf un, en fait, c'est Shadow World qui est bien développé, qui est toute une gamme de campagnes, de modules extrêmement bien développés pour Rollmaster. Vous pouvez continuer à l'utiliser. En fait, les PDF sont toujours accessibles, enfin, sont toujours en vente chez DriveThru. Et si vous ne connaissez pas ce monde, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, il faudra faire
peut-être un petit peu d'adaptation pour les coller au RMU, mais en tout cas, c'est le seul monde officiel, je crois, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, pour Rollmaster. Alors, les personnages. Alors, les personnages, déjà, on a 23 races différentes qui peuvent monter jusqu'à 33, en fait, si vous prenez les variantes, si on prend en compte les variantes. Vous avez le récapitulatif qui est ici, parce que chaque race, en fait, va vous donner des bonus au stats. Voilà. Alors, on est là. On a les avinarques, ces espèces de moiseaux. On a les nains. Alors, à chaque fois, vous voyez, ça, par contre, le contenu, moi, je trouve qu'il est quand même bien présenté. Pourquoi? Parce que là, vous avez effectivement tout le rappel en fait, de la particularité de la race, donc de ses bonus, de ses résistances, de ses capacités particulières que vous avez ici. Le nain, les elfes, alors vous voyez, vous en avez 4, le haut elfe, l'elfe fer normal, je sais pas, l'elfe gris, l'elfe des bois, vous avez des gnolls, des gnomes, vous avez des gobelins, vous pouvez jouer les gobelins dans un monde, pourquoi pas, le gratard, une espèce de grenouille. Les hauts elfes, vous voyez que les hauts elfes sont un peu à part, c'est toujours particulier, haut elfe, c'est un bouffe salade avec classe. Les halflins, les hobgoblins, les humains, les halfstones, c'est une espèce de race d'humains, mais beaucoup plus grand que les autres, ils doivent mesurer dans les 2,50 m, 3 mètres. Il y a... Alors, vous voyez, ça, par contre, vous avez quelques... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça pas très, très beau, quoi. Du kobold, vous voyez, vous pouvez vraiment jouer un tas de trucs. Des orques nicamérites. Alors, je sais même pas ce que c'est, une nicamérite. Le plinos, une espèce de cerf. Le cicral, alors c'est oui, c'est un espèce, on va dire, de créature qui vit dans les glaces. Le sibicaille, quelque chose d'un peu canin. Le solgir, donc une espèce de lézard. Là, vous en avez un autre, c'est encore autre chose. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de races différentes. Le vulfen, donc un espèce de loup humanoïde. Le troll. Et voilà. Donc tout ce que je vous ai cité là, ce sont les races jouables dans Rollmaster. Alors si vous avez bien compris que on couvre un énorme panel de races. Bien entendu, vous n'êtes pas là pour tout prendre, ça ne va pas forcément coller à votre campagne en tant que MJ. Mais par contre, voilà, si vous pouvez piquer là-dedans et prendre certaines races qui vont être disponibles dans votre campagne et d'autres pas. C'est vraiment effectivement une boîte à outils Rollmaster. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Donc voilà, on a 33 races là-dessus. Ensuite, alors quand vous avez créé votre personnage, vous allez choisir sa race, mais vous allez aussi choisir sa culture. Vous voyez, si c'est... Alors, n'importe quelle race qu'on a vue peut choisir une des cultures ici. Donc ça peut être quelqu'un qui vit en ville, quelqu'un qui vit dans des endroits déserts, une culture de marine, une culture nomade, quelqu'un de rural, quelqu'un qui vit dans les Highlands, vous voyez, ce genre de choses. Et à chaque fois, donc, on a la race, plus la culture, c'est pas fini, on a la profession, mais on va venir après. Et tout ça, vous allez mixer tout ça, et ça va vous créer votre base de personnage. Les professions, là, sont plutôt... ça va être des archétypes, on va dire. J'allais dire des classes. Alors, c'est vrai que Rollmaster, on pourrait dire que c'est des classes, mais en fait, pas tout à fait, parce que ce sont des classes ouvertes. En fait, dans Rollmaster, on peut tout... n'importe quel personnage peut à peu près n'est pas fermé. C'est-à-dire, un guerrier peut très bien apprendre de la magie, ça va lui coûter beaucoup plus, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, etc. Et il en apprendra moins, mais ce n'est pas fermé comme un donjon, par exemple. Ce sont vraiment des professions. On va voir ça après, je vous expliquerai un peu comment ça tourne, comment ça se passe à la création du personnage, ça sera un peu plus clair. Donc les professions, alors les professions, alors les cultures, il y en avait 10, les professions, il y en a 21. Donc,
là, on a un peu plus au Helm of Arms, donc les professions un peu martiales. On a le rogue, alors là, le laboureur, le voleur, le fighter classique, le moine guerrier, l'étudiant, les royaumes de la magie, le clerc, le druide. Alors, un des royaumes de la magie, ça c'est le channeling, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Le paladin, vous voyez, on retrouve les grands archétypes classiques du Medfan, le ranger. Les royaumes de l'essence, donc c'est un peu plus c'est la magie, voilà, le magicien, la magie, on va dire, élémentaire. Vous avez le magicien, vous avez l'illusionniste, vous avez le barde, le dabbleur, c'est le touche-à-tout. Et le royaume du mentaliste, donc là, le mentaliste en lui-même, le soigneur, le moine, hein, ça va être quelqu'un, le mentaliste, c'est quelqu'un qui va concentrer son énergie mentale pour faire des choses particulières. Le magician, c'est un semi-spellcaster, je vous avoue que je ne connais pas bien. Et vous avez enfin l'hybride, donc vous avez le soigneur, le sorcier, mais je vais revenir là-dessus, hein. Et le mystique. Donc vous voyez, pareil, un tas de classes, de classes, de professions. Ce ne sont pas des classes, ce sont des professions. Il y en a 21. Voilà, ça, je ne veux pas me perdre, j'ai essayé de structurer quand même la présentation, ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer. Euh, je vais continuer dans ce qui classifie votre personnage. Ce qui classifie un personnage, ce sont ses statistiques. À Rollmaster, ici, on en a 10. On a l'agilité, la constitution, l'empathie, l'intuition, la mémoire, la présence, la rapidité, le raisonnement, la self-discipline, la force, et c'est tout. Donc il y en a 10. Les caractéristiques à Rollmaster vont de 1 à 100. Vous avez la table ici. Hein, entre 1 et 5, vous êtes déficient. Et à chaque fois, vous avez un bonus à côté. Et ça monte jusqu'à 100 à partir de 96. C'est exceptionnel. Et vous allez avoir un bonus. Mais ça, je vous en parlerai dans le système de jeu. Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, alors... je vais continuer sur les compétences, etc. Et je vais vous montrer en fait comment on crée un personnage à Rollmaster. C'est par points, vous allez voir. Voilà, je veux vous parler des compétences maintenant. Alors les compétences à Rollmaster sont regroupées par catégorie. Toutes les compétences qui ont un rapport avec les animaux, avec la perception, avec l'expertise de la bataille, body discipline, voilà, ça va être, par exemple, pour le moine, ça va être assez important. Bronze, c'est la résistance, hein, l'expertise de combat, l'artisanat, la gymnastique, les légendes, l'expertise, magique, médicale, etc. Tout ça, ce sont des catégories. Et dans ces catégories, vous avez quoi? Vous avez les compétences. Donc en gros, on a 25 catégories qui regroupent en fait des compétences. Et en tout, si vous faites le calcul total des compétences, il y en a grosso modo 90-95. Vous allez me dire, oula, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais vous n'allez pas tous les avoir. Et c'est pas parce que vous n'avez pas une compétence que vous ne pouvez pas l'utiliser. En gros, voilà, toutes les compétences que vous pouvez avoir. Vous voyez, alors là, à chaque fois, donc, une compétence, bien sûr, elle est en rapport avec une statistique. Hein. Donc, pourquoi? Parce que vous allez avoir la valeur de la compétence, plus les bonus, enfin, même deux statistiques, deux caractéristiques. Donc, vous allez avoir votre valeur dans votre compétence, auquel vous ajoutez les bonus de vos deux caractéristiques. Bien sûr, vous n'allez pas le faire à chaque fois, c'est marqué une bonne fois sur votre feuille de personnage, et ça va vous donner une valeur en fait de votre compétence. Je vous expliquerai ça après comment ça marche dans la résolution des actions. Ça aussi, je vous montrerai après. Bon, voilà. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des catégories. Pourquoi j'insiste sur les catégories? Parce que là, par exemple, pour chaque profession, vous voyez, vous avez le coût des compétences. En fait, pas de chaque compétence. Là, c'est regroupé
par catégorie. Le coût se passe par catégorie. Si vous voulez acheter, par exemple, vous êtes voleur. Alors, on va mettre les choses au clair, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, à la création du personnage, et après à chaque niveau que vous passez, vous avez un certain nombre de points de développement. Là, il y en a 60, c'est fixe, voilà, que vous allez pouvoir dépenser. Et vous pouvez dépenser à chaque fois on va dire, deux niveaux dans une caractéristique. Le premier chiffre avant le slash, c'est si vous achetez un niveau, donc là, ça vous coûte 2 points, et le deuxième, si vous achetez le deuxième niveau, ça vous coûte 3 points. Ce sont ce qu'on appelle à Rollmaster des rangs. Hein. Et vous allez en avoir un certain nombre. Chaque rang va vous donner un bonus pour la compétence à la fin. Et vous remarquerez que, effectivement, par exemple, un voleur, je vais vous faire la comparaison, par exemple, un voleur, en awareness, acheter un rang, ça lui coûte 1 point, acheter le deuxième rang, ça lui coûte 2 points. Donc si à chaque niveau, il prend 2 rangs, ça va lui coûter 3 points. Si on prend, je ne sais pas qui, donc là j'ai pris le voleur par exemple, on va prendre le paladin. Donc là c'était sur toute la catégorie de perception. Le paladin en perception il a 3-5, c'est-à-dire que le premier rang va lui coûter 3 points, le deuxième rang va lui coûter 5. Donc le paladin, s'il achète 2 rangs, ça va lui coûter 8 points, 3 plus 5. Le voleur, si lui, il achète 2 rangs, ça va lui coûter 3 points, 1 plus 2. Et c'est pareil pour toutes les catégories de compétences, en fait, que vous pouvez acheter. Et également des sorts. Hein. Par exemple, le paladin, des sorts, ça va lui... les sorts, ça va lui coûter... Enfin, la compétence sort, sortilège. Alors, parce qu'il y en a différents, il y a des sorts de base et des sorts réservés, on va dire. Les sorts de base, par exemple, ça lui coûte 3, 5. Le voleur, ça lui coûte 7, 10. Tout ça pour vous dire que n'importe quel... Vous voyez, pareil, le guerrier, ça lui coûte 7, 10. Et si le guerrier veut acheter avoir des connaissances dans une liste de magie qui normalement est réservée, ça lui coûte 15, 20. 15, 20, il faut bien le remettre en rapport par rapport à 60 points de développement. Vous voyez, vous pouvez le faire, mais vous pouvez tout acheter, par contre, effectivement, ça va vous coûter plus ou moins cher selon votre profession. Et ça, c'est la base, en fait, de la création et du développement des personnages. Voilà. Alors, ça, ce sont pour les compétences, mais on a encore d'autres choses. On a des talents. Vous pouvez acheter des talents. Et on a des... Alors les talents, c'est un peu tout. Ça peut être des talents extraordinaires pour compléter votre personnage. Les talents sont... alors là, ça c'est les caractéristiques. Ils sont où les talents? Les talents sont là. Voilà. Vous pouvez avoir des talents en combat. 10 dice. Donc vous avez un œil, vous êtes, comment il s'appelle dans Marvel, Hawkeye, ouais, donc vous allez pouvoir viser, attaque rapide, mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des talents physiques. Ambidex, ça va vous coûter 10 points de création. Alors il y en a qui peuvent se prendre qu'à la création, d'autres qui peuvent se prendre en cours de jeu et en fonction de niveau. Par exemple, Dark Vision, c'est des compétences de race, vous voyez. Cela, c'est surtout, en fait, si vous voulez créer une race qui n'existe pas dans le jeu, parce que sinon, vous les avez déjà de base. Après, vous avez les compétences, vous avez regroupé magique, physique, racial, tout ça, ce sont des talents. Mais vous avez également des défauts. Par exemple, vous voyez, si vous avez une très bonne ouïe, ça vous coûte 4 points de développement pour l'acheter. Si vous avez une très mauvaise ouïe, ça vous en donne, donc là c'est moins 3, ça veut dire que ça vous en donne 3. 3 points de développement. Donc vous pouvez acheter des talents, donc qui sont en gros des bonus, et vous pouvez acheter des défauts. Et là, les défauts vont vous donner des points de développement. Mais les points de développement, vous n'êtes pas obligé de les dépenser dans les talents, vous pouvez les dépenser dans les compétences, etc., etc. Voilà en gros tout ce qui va caractériser
caractériser votre personnage. Donc, en résumé, un personnage se caractérise par sa race, sa culture, sa profession, par des compétences, des talents et des défauts. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous avez quand même un personnage assez unique, on va dire. Alors, je voulais vous parler au départ de création des personnages, mais je ne vais pas aller plus loin que ce que je vous ai expliqué. Pourquoi? Parce que on va se noyer dans les détails et ça ne sert à rien. Si dans les commentaires ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à la création des personnages dans le RMU. Mais là, je préfère vous parler du reste du système. Donc là, on va partir sur le chapitre 5, qui sont la résolution de tout ce qu'on appelle manœuvres et mouvements. Enfin, surtout la résolution des manœuvres, parce qu'en fait, tout se trouve ici. Le système de Rolemaster est un système extrêmement simple. J'entends déjà des hurlements, mais non, non, non. C'est extrêmement simple. Si vous savez faire une addition en Rolemaster, vous savez jouer, quoi. C'est tout. Alors, comment ça marche? On a deux types de manœuvres. On a les manœuvres absolues. Donc, ce qu'ils appellent une manœuvre absolue. Une manœuvre absolue, c'est en fait, on va dire que le test de compétence, en fait, est réussi ou raté, et il n'y a pas de variante. C'est où vous avez réussi, ou vous avez raté. Alors, on peut quand même avoir, on a quand même quelques variantes sur effectivement, on a quand même des niveaux de réussite, ce que je veux dire. Donc, comment ça marche? C'est simple. Vous prenez votre compétence, vous ajoutez un D100. Alors, un Rolemaster, entre 95 et 100, c'est des dés ouverts, vous relancez, vous ajoutez, etc., etc. Et entre 0,1 et 5, ça marche aussi, mais en négatif. Et donc, vous lancez votre D100, plus votre compétence. Par exemple, admettons que j'ai 30. 30 dans ma compétence, ça je fais 20. Donc ça va me faire 53. Donc 53, c'est un échec. Et la table là, elle est valable pour toutes les compétences. Donc ce qu'il faut retenir, c'est très simple. À partir de 76, c'est un succès. Peut-être partiel, mais c'est un succès. En dessous, à 75 et moins, c'est un échec. Avec la grosse variante, si vous faites inférieur à 1, comme je vous ai dit, entre 0 et 5, vous relancez, vous soustrayez, et si votre résultat est négatif, dans ce cas-là, c'est un échec absolu. Alors non seulement vous avez complètement échoué, mais vous avez réussi à faire que la situation empire. Vous êtes même un boulet pour vous-même. Fêlure, c'est un échec. Le jet de dés non modifié, c'est un nouveau truc dans Rolemaster. En fait, il y avait pas ça sur les, il y avait ça sur les combats, mais il n'y avait pas ça sur les compétences. Quand on fait 66, il se passe quelque chose de 66 net sur des dés. Il y a le 20 net, à Rolemaster, on a le 66. Il se passe quelque chose de particulier, ce qui veut... Voilà. À 76, c'est un succès partiel. À 101, c'est un succès total. À 76 et plus, c'est un succès absolu. Alors, bien sûr, vous pouvez rajouter des difficultés à ça. Bon, voilà, ça... Et en gros, ça, c'est le résultat d'une manœuvre. En sachant que chaque compétence statique, on va dire, ils ont mis leur propre table. Alors celle-là, vous allez me dire, putain, ça complexifie, je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que c'est vraiment utile dans tous les cas? Vous pouvez éventuellement la consulter, mais c'est pas une obligation. On est bien d'accord. On est toujours pareil. De toute façon, les niveaux de succès ou d'échec sont les mêmes. C'est exactement la même chose, sauf qu'on vous explique en fait plus en détail ce qui se passe. Par exemple, là, c'est pour faire une illusion. Et on va vous expliquer à chaque niveau de succès ce qui se passe. Mais vous n'avez pas ça pour tout. Vous avez ça sur certains, par exemple la gymnastique. Vous avez un résultat particulier sur la gymnastique, sur d'autres trucs. Voilà. Alors, c'est pas une obligation, d'ailleurs, en fait, à mon avis, ce sera oublié la plupart du temps. Donc ça, c'est vraiment une option, parce que Rolemaster, c'est toujours pareil, il y a plein d'options, vous les prenez ou vous les prenez pas. Bon, voilà, ça, c'est pour une manœuvre en absolu.
Il y a une autre manière de résoudre une action, ce sont les manœuvres en pourcentage. Alors ça, une manœuvre en pourcentage, c'est, vous imaginez, c'est en fait que vous imaginez en train de monter, d'escalader un mur, par exemple. Et tout ça, alors, Rollmaster, en fait, a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, les, euh, quels que soient les, on va dire, il n'y a pas de sous-système. La règle est toujours très simple, c'est un dé 100 ouvert, plus votre compétence. C'est tout, et pour tous. Donc là, c'est pareil, on fait un dé 100, admettons que vous étiez en train de grimper un mur, on va dire que j'ai 30 en grimpé, je n'ai pas de truc particulier. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est 0, donc j'ai 30 en grimpé, je lance un dé, 30, voilà, 115, 115, qu'est-ce qui se passe? 100, donc ça veut dire que je suis arrivé en haut de mon mur, sans problème, immédiatement, en une seule action. Admettons que là, j'aurais fait 74, je fais 70. Comment interpréter ce 70? 70, ou ça veut dire que vous avez monté de 70%, en fait, vous êtes arrivé aux deux tiers de votre mur, ou alors, ça veut dire que vous gardez le 70, round d'après, vous lancez un deuxième dé, et dès que vous ferez 30, ça va dépasser les 100, et ça sera réussi. Si vous faites 20, vous avez 90, vous n'êtes encore pas en haut du mur, etc., etc. Ça marche comme ça. Ou alors, il y a l'autre cas très simple, j'ai fait 70 au premier jet de dés, votre maître de jeu peut très bien vous dire, vous lancez un dé 100, si vous êtes 70 ou en dessous, vous êtes arrivé en haut, sinon, vous n'y êtes pas arrivé. Voilà. Et on a, à partir de moins 20, vous allez prendre un critique. J'entends dire, ouais, j'ai sauté au-dessus d'un buisson et j'ai pris un critique. Alors, ouais, je suis mort. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, le problème ne vient pas du système, le problème vient entre l'écran et la chaise, il vient du maître de jeu, parce que pourquoi vous avez-il fait lancer un dé pour sauter un ruisseau? Je ne sais pas. Mais bon, ça vient souvent des critiques que j'entends sur Rollmaster, et je pense que le problème vient du maître de jeu, là, à ce niveau-là. Donc là, en tout cas, par exemple, vous êtes en train de grimper votre mur, admettons que je fasse un échec absolument énorme, et là, je vais, est vraiment énorme, j'ai fait moins 100, il faut quand même le vouloir, je vais me prendre un critique E, peut-être que je suis tombé de 30 mètres de haut. Parce qu'au dernier moment, je ne sais pas, j'ai lâché prise et je suis tombé. Voilà. Ce sont les manières de résoudre les actions. Donc, on a des actions absolues et des actions en pourcentage. Et tout est résumé sur cette table. Tout est là. C'est tout. Ça, c'est pour les actions. Alors, bien entendu, dans ce chapitre-là, on a d'autres choses qui sont couvertes. Hein. On a le mouvement, combien vous pouvez vous déplacer, l'encombrement, la fatigue, en fonction d'un tas de trucs, ça peut être environnemental, ça peut être des blessures, etc., etc., les jets de résistance. Bon, là, c'est comme dans tous les jeux, le mouvement, l'encombrement, vous le prenez si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous le prenez pas. Moi, personnellement, tout ce qui est mouvement, dans aucun jeu, mais vraiment aucun jeu, je le prends. Pour moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, et ça, vous avez le système de résolution, en fait, d'une action, et ça s'arrête là. Voilà. Maintenant, je vais passer au combat. Alors, avant de passer au combat, je vais vous montrer rapidement l'équipement avec des règles particulières, genre l'équipement qui peut se briser. Alors, ça peut être genre des flèches, mais ça peut être aussi ce que vous portez sur vous en cas d'un coup, en fait, avec un critique vous indique un des objets que vous portez peut être brisé. Et voilà, vous avez en fait, à chaque fois, vous avez donc l'objet, son coût, son temps de production qui est assez intéressant, ça j'aime bien, son poids, si vous voulez jouer l'encombrement et le poids que vous pouvez porter, sa force. La force, ce n'est pas la force nécessaire pour le porter, c'est la force de l'objet qui va lui permettre de résister justement à un jet pour le briser. Vous avez la règle pour réparer les objets. Bref, voilà. Donc on n'est quand même pas trop noyé quand même dans les objets. Vous voyez, voilà ce qu'on a. C'est relativement concis, je trouve. Donc là, on a les armures, on va en parler après.
Parce que là, on va passer au combat. Alors, un round de combat dans RMU, voilà comment ça se passe. En fait, vous avez chaque protagoniste du combat a 4 points d'action. Et tout est résumé là-dessus. Alors vous allez commencer à me dire, oula, les points d'action, ça va compliquer. Bah non, pas tant que ça en fait. Vous voyez, par exemple, tirer, dégainer, ça va vous coûter 1 point d'action. Monter sur une monture, hein, ça va vous coûter 4 points d'action. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si vous descendez ou que vous montez sur une monture, bah, vous allez faire que ça pendant un round, et puis c'est tout. Attaquer vaut entre 2 et 4. Vous voyez, vous avez certaines actions. Tirer à distance entre 1 et 3. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, bon, vous allez tirer l'initiative. Hein, bon, ça, c'est sur la quickness, la rapidité, c'est assez basique. Et le maître de jeu va dire action 1. Action 1, bah, admettons que je suis en train d'attaquer. Vu qu'il me faut, par exemple, 2 points d'action, bah, je ne vais pas pouvoir. En fait, il en faut 4 pour attaquer normalement. Sauf que vous allez pouvoir forcer votre attaque avant. Genre, par exemple, je suis face à un orc, il a l'initiative sur moi. Action 1, je ne fais rien. L'orc, action 1, ne fait rien non plus. Enfin, l'orc ne fait rien, moi je ne fais rien. Deuxième point d'action, l'orc dit ce qu'il fait en premier. 2, il ne fait rien. Moi je me dis, je force mon action et je l'attaque tout de suite. Je l'ai attaqué avec 2 points d'action en sachant qu'il en faut 4. C'est-à-dire que mon attaque, elle va être, je crois qu'elle est à moins 75. Je ne sais plus où on s'est précisé. Mais en gros, ça va être ça. Donc en fait, ça j'aime bien parce qu'en fait, ou vous attendez votre 4e point d'action pour attaquer normalement, ou vous pouvez décider de forcer votre attaque avant, mais dans ce cas-là, ben, vous allez avoir un malus. Voilà, c'est tout. En sachant que s'il y a tout un truc qui est là, c'est-à-dire que si vous voulez pas, vous voyez, roule plus rapide, si vous n'avez pas envie d'utiliser 4 points d'action, ben on peut en avoir 2, ou on me dise même 1 dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ben, c'est une attaque normale, j'attaque, tu attaques, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est à vous de doser en fait, je ne vais pas dire réaliste, parce que Rollmaster n'est pas un jeu réaliste, hein, on est bien d'accord, c'est un jeu. Voilà. Et en gros, c'est tout pour, on va dire, la notion du temps dans un round. Ce sont des points d'action, et ça, c'est pas trop mal. Hein. Vous allez pouvoir dépenser un point d'action pour bouger, si vous utilisez les règles de mouvement, par exemple. Hein. Et donc, ça veut dire, à chaque fois, le round est découpé en actions, donc en sachant qu'il y a 4 actions dans un round. Voilà, c'est tout. Et que pour attaquer, normalement, il faut 4, et que ou tirer à l'arc, il faut 3 actions, en sachant que vous pouvez très bien tirer à la première, mais dans ce cas-là, vous allez avoir moins 50 ou moins 75%. Je ne l'ai plus en tête. C'est pas très grave, vous aurez compris le principe. Voilà. Et on a, à la fin de round, c'est là que vous allez perdre des points de vie si vous avez une hémorragie, etc., etc. On va dire c'est la phase d'upkeep, si on peut l'appeler comme ça. Voilà. Maintenant, il faut que je vous parle quand même de comment on attaque. Parce que ça, c'est toujours le truc important dans Rollmaster. Alors, en sachant qu'ils ont mis des règles, alors c'est pareil, c'est des règles, vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas, c'est toujours la même chose. En fonction de la taille, en fait, en sachant qu'en général, il n'y a pas vraiment de notion de tailles différentes, hein, les humanoïdes sont tous moyens, mais admettons que vous attaquez un dragon, bah, vous allez avoir plus de chances de le toucher, parce qu'il est énorme, mais quand lui il va vous toucher, il va vous faire plus de dégâts, par exemple. Donc ça, c'est en fonction de la taille, parce que vous n'êtes pas de la même taille que lui, quoi. Hein, voilà. Vous avez des ajustements de critique en fonction des deux protagonistes. Bon, est-ce que c'est utile ou pas? À vous de voir si vous voulez aller dans cette granularité.
Hein, vous avez les règles si vous utilisez des armes qui ne sont pas de votre taille, par exemple. Hein, la masse d'un géant que vous essayez de soulever pour taper quelqu'un, bah, vous allez peut-être avoir des malus, quoi. Mais toujours pareil, ça, ce sont comment dire, des règles optionnelles. Vous les prenez ou vous les prenez pas en fonction de la difficulté que vous voulez mettre à votre jeu, en fonction de la granularité que vous voulez mettre à votre jeu. Bon, alors maintenant on va passer aux règles de base, aux règles standards du combat, qui sont les trucs importants, c'est le bonus offensif et le bonus défensif. Le bonus offensif est déterminé par votre compétence de combat, l'arme que vous utilisez. Le bonus défensif est, à la base, vous voyez, c'est la rapidité. C'est votre bonus de rapidité x3. Ça, c'est votre bonus défensif. Et vous avez un tas de bonus ou de malus en fonction de si vous attaquez l'autre par derrière, si vous êtes, si l'autre est au sol, etc., etc. Hein, par exemple, une attaque à l'arrière, bah, vous avez plus 35 à votre compétence, à votre OB, votre offensive bonus. Le gros truc à Rollmaster, et c'est ça qui est vraiment très très bien, c'est que vous allez pouvoir enlever des points offensifs pour les mettre en défensif. Oui, ça représente la parade. Et c'est un des rares jeux où je trouve que vous avez le choix entre mettre tout en attaque, mais dans ce cas-là, vous risquez si vous ratez votre attaque ou quoi, vous risquez d'en prendre plein la poire, hein, si vous n'avez pas réussi à mettre à terre votre adversaire. Ou alors, vous pouvez vous mettre en défense parce que vous avez un énorme troll qui arrive. Je pense toujours à la fameuse couverture d'Angus McBride sur le supplément Cardolan. Vous avez un espèce de gros troll qui arrive avec sa masse et vous avez un personnage qui est en train de défendre. Bah, vous avez l'impression qu'il a pris tout son offensive bonus pour le mettre en défensive bonus. Quand vous attaquez, vous lancez un dé 100, toujours ouvert, plus votre offensive bonus, moins le défensif bonus de l'adversaire. Et oui, on arrive aux fameuses tables de Rollmaster, parce qu'elles sont toujours là. Alors avant de vous montrer les tables de combat, vous avez une manœuvre spéciale, et franchement, il y a donc le cold shot, c'est-à-dire attaque à distance, et vous visez, alors non, on peut même... non, il n'y a pas que l'attaque à distance. Vous allez viser une partie spécifique de votre adversaire et vous avez la règle pour désarmer. Et franchement, la règle pour désarmer et la règle pour attaque à distance, eh ben moi je trouve que, je ne vais pas vous faire le détail, mais pour moi c'est, pour désarmer quelqu'un, c'est une très bonne règle. Ce sont deux règles en fait que je trouve vachement bien foutues, qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux. En général, c'est toujours la croix et la bannière, ou alors vous avez plus intérêt à désarmer quelqu'un que de l'attaquer hein, dans certains jeux. Là, non. Et c'est vraiment bien foutu. Les deux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le Rollmaster initial, sauf dans les compagnons, bien entendu. Et c'est vraiment bien foutu. Ça, vous avez les règles pour les attaques à deux mains. Bon, vous avez un peu des règles spéciales en fonction de ce que vous faites. Pareil, pour assommer quelqu'un, c'est toujours pour moi le vrai bordel. Par exemple, à Donjon, assommer quelqu'un, c'est le merdier. Dans la plupart des jeux, quand j'ai un joueur qui me dit je veux l'assommer, je suis toujours emmerdé, parce que les règles, bah, où elles existent, et dans ce cas-là, il vaut mieux toujours essayer d'assommer quelqu'un, parce que ça va être plus facile que de le combattre. Ou alors elle n'existe pas, alors je crois que c'est à Donjon, je crois qu'il faut l'amener à 0, et dans ce cas-là, vous dites je ne l'ai pas tué, il a assommé. Ouais, sauf qu'avec 200 points de vie, c'est un peu chiant. Donc là, les règles là, par contre, là, moi je les trouve vachement bien foutues. Il y a des règles spéciales sur les attaques slaying, ce sont des armes, par exemple les armes qui sont un bonus magique, ou pas d'ailleurs, contre des créatures spécifiques, genre les orques, hein, je pense par exemple dans le Seigneur des Anneaux, hein, le fendoir à gobelins, bah, il a un bonus, il a un bonus sur les critiques, quoi, parce que quand il attaque les gobelins, en fonction du niveau de l'arme. Bon, ça, okay. Voilà, bon, je vais passer les détails, mais par contre, maintenant, on va arriver dans les tables d'attaque. Vous allez voir ce qui a un peu changé dans Rollmaster. Alors, c'est toujours touffu, hein, parce que Rollmaster n'a pas renié, en fait, ses origines. Voilà.
Alors, l'étape de combat de Rollmaster, c'est ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, un jeu pour matheux. Non. Déjà, ce qu'on remarque, donc là, de 1 à 10, c'est en gros la protection de votre cible. Avant, elle était sur 1 à 20. Donc, ils ont réduit sur 1 à 10, ce qui fait des tables beaucoup plus digestes, même si, effectivement, il y a quand même pas mal de chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Admettons que... on va prendre celle-là, par exemple. Vous attaquez avec votre hache de bataille. Alors, vous avez 3 tables, medium, small ou big. C'est en fonction de le type d'arme. Hein. Genre, une hachette, elle va être small, par exemple. Une hache à deux mains, elle va être big. Voilà. Donc, vous avez des tables en fonction de l'arme. Et donc, vous allez croiser le résultat donc, de votre descent plus votre offensive bonus moins le défensive bonus. Le lancer, il est là, et vous le croisez avec l'armure. J'oserais dire la classe d'armure de votre adversaire, et ça va vous donner un chiffre, et éventuellement 2 lettres. Alors, le chiffre, qu'est-ce que c'est? Ce sont les points de vie perdus par votre cible. La première lettre, si elle y est, vous voyez, pas son. Quand il n'y a que des chiffres, c'est que des points de vie perdus. Donc, c'est tout. Quand il y a une lettre après, là, c'est plus grave. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est le critique. Le critique, vous avez A, B, C, D, E dans l'ordre de gravité. Et le chiffre, la lettre juste après, ça va vous dire si c'est un critique d'écrasement, un critique de coupure, un critique d'empalement, etc. Donc voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la grosse différence avec Rollmaster, on n'a plus 20 classes d'armure, on n'en a plus que 10. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi les critiques, vous voyez. Alors, on n'a pas la magie, mais vous avez les tables en fait de combat, de résolution, en fait, des sorts, genre effectivement un éclair, etc., etc. Donc un broadsword, vous voyez. Vous avez une masse. Donc, effectivement, chaque type d'arme est représenté par ces tables de critique. Il y en a quelques-unes. On est toujours dans Rollmaster. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Et ça, ils n'ont pas renié, en fait, leur jeu à ce niveau. Et là, nous arrivons au cœur du système de Rollmaster. Celui qui, je dis toujours, Rollmaster est un système qui crée des souvenirs, ce sont les tables de critique. Alors, les tables de critique à Rollmaster sont restées, j'aurais gueulé si ça n'avait pas été le cas, mais sont restées toujours, en fait, le point central du jeu. Alors, on va prendre une, hein. On va prendre, puncture. Donc, empalement, ça va être tout ce qui est arc, par exemple, ou ce genre de choses. On remarque tout de suite, en fait, par rapport aux tables de critique des anciens Rollmasters, en fait, toute une série de signes. Et moi, je trouve que c'est vachement bien. Le point, il va vous dire, bah voilà, plus 20, ça veut dire 20 points de dégâts en plus. La goutte de sang, 3 points de vie par round. Donc, en fait, votre adversaire saigne et tous les rounds, il va perdre 3 points de vie. Moins 10, il va avoir moins 10 à tous ses jets. 2, alors là, il est stun, donc il est stun pendant 2 rounds, et il va être donc à moins 25 pendant 2 rounds. Donc, ce qui veut dire que pendant 2 rounds, il va être à moins 10, plus moins 25, moins 35. Au bout de 2 rounds, les moins 25 s'en vont. Et enfin, il est où le truc là? Voilà. Il y a une chance, en fait, que un équipement sur lui se brise. Voilà. Et donc, vous avez toujours la description, hein, le coup dans la main fait craquer les os. Le coup arrive sur le dos de la main, qui fait sortir le sang. Et quand vous avez la petite tête de mort, ça veut dire que le critique est mortel. Hein, avec toujours sa petite description. Bien que la perforation en fait des vaisseaux sanguins, arrive au vaisseau sanguin, il est stoppé par un os.
La douleur donne à la cible, elle tombe au sol. Euh, le caillot de sang, en fait, met 20 rounds pour arriver jusqu'au au cerveau de votre adversaire, où ça déclenche une attaque fatale. Voilà. Et donc vous avez tout ça en dessous. Donc là, il y a la totale, elle est mortelle, 12 hits, 5 hits par round, moins 30 d'activité, stun à moins 75, stun à moins 50, stun à moins 25, la totale, il tombe au sol. Euh, L'étoile, je sais plus ce que c'est. Oui, il est déstabilisé, on le serait à moins. Et en plus, s'il avait quelque chose sur la main, il y a toutes les chances qu'elle soit brisée avec un jet de résistance à moins 50. Voilà. Donc voilà, on est toujours dans ces tables de critique, A, B, C, D, E, et je peux vous assurer sur ceux qui n'ont jamais joué, qui vous avez entendu que des on-dire, mais sur Rollmaster, les tables de critique, c'est une usine à souvenirs. C'est-à-dire que moi je dis toujours, par exemple dans un jeu où il n'y a que des points de vie, le gros combat contre le boss qui a que des points de vie, bah voilà, vous allez lui faire tomber des points de vie, peut-être un gros paquet de points de vie si vous faites un critique, mais ça n'ira pas au-delà. Tandis que là, à Rollmaster, vous pouvez très bien buter un gros boss, un gros troll, un gros ce que vous voulez, en un seul jet de dés. Hein, si vous avez vraiment du bol, on a eu le cas, hein, avec mon maître de jeu préféré, Denis. On vous racontera ça dans une autre vidéo. Mais en un seul combat, vous pouvez effectivement abattre quelqu'un ou vous faire arracher un bras, hein, parce que ça marche dans les deux sens, c'est critique, hein, il ne faut pas avoir peur de perdre son perso, ça arrive, mais en tout cas, c'est un faiseur de souvenirs, moi j'adore ce jeu pour cela. Alors on a tout ça, ce qui est un plus, et ce qui est, enfin, toute l'iconographie est un plus, ça va vraiment ça évite presque de lire le détail du critique. Je dis presque parce que c'est dommage de ne pas le lire, mais en tout cas, le détail du critique, c'est vraiment du narratif. Par contre, on va dire, technique est résumé par tous ces petits symboles, et on les apprend très très vite, et franchement, ça accélère le truc. À gauche, par exemple, vous avez la localisation. Tête, poitrine, abdomen, jambes, bras. Et ça recommence. Tête, poitrine, abdomen, jambes, abdomen, bras, voilà. Pourquoi? Parce que alors, ça vous dit où touche le critique, mais ça vous dit aussi dans votre règle, la règle pour localiser quelque chose, si vous réussissez et que vous faites un critique. Admettons que j'ai voulu viser la tête, moi je fais 91 sur mon critique A, par exemple, je voulais viser la tête, je cherche en fait la tête sur les critiques inférieures. Le premier critique a un résultat tête inférieur. Donc ça veut dire que j'aurais touché la tête, parce que si je fais 91, là par exemple, ça veut dire que j'ai touché la jambe alors que j'avais visé la tête. Ben non, en fait, je descends le critique. Et alors là, c'est des critiques de vapeur, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, du coup, je vais toucher la tête, par exemple. Et donc, on va remonter dans la table jusqu'à tomber sur la localisation que vous avez choisie. Et ça, je trouve ça plutôt malin. Voilà, donc on a toujours les tables de critique, on a les fumbles, alors en fonction de ce que vous faites, en fonction si vous avez une arme à mêler à une main, une arme à mêler à deux mains, si c'est un animal, si vous avez une arme et vous êtes à cheval par exemple, si vous êtes sans arme, et vous avez les fumbles des armes à distance, donc l'arc, la fronde, le lancer. Ça c'est les trucs d'élémentaire, mais on en a des autres dans le spell law, hein, voilà. Et en gros, c'est tout. Et j'insiste, voilà, j'insiste, vous aurez compris que j'aime beaucoup ce jeu. Alors, je vais passer assez rapidement dessus, parce qu'en fait, c'est tout le chapitre sur Game Master Law, c'est pour vous donner des conseils pour maîtriser, pour ajuster le jeu en fonction du niveau de campagne que vous voulez faire. Si vous voulez faire une campagne, on va dire, moyenne, supérieure, héroïque, légendaire ou épique, ce qui va vous donner, ça, les professionnels de NAC, c'est des bonus à la création du personnage. C'est le NAC, c'est le coup de pouce. Donc, voilà combien vous allez pouvoir lui donner en plus à la création de votre personnage. Les points de pouvoir pour combien vous en gagnez, en fait, par heure de repos, enfin, par 2 heures de repos.
À la création du personnage, par exemple, des personnages, si vous les créez au niveau épique, si vous faites des stats en dessous des caractéristiques en dessous de 41, bah, vous relancez, etc., etc. Tout ça, c'est une table en fonction du niveau de puissance, en fait, de comment vous voulez jouer, enfin, comment, oui, vous faire du high fantasy ou pas. Pareil, le niveau de départ, bah ouais, le niveau de départ, si vous commencez un personnage, donc on vous dit par exemple, si vous voulez jouer niveau 1, vous êtes novice, vous êtes un pré-teenager, euh, euh, un chevalier en devenir, bah, ça va être niveau 3, vous êtes un jeune adulte, et ensuite vous pouvez, donc entre les, ça ce sont les niveaux de départ, et ça va vous donner une idée du niveau de puissance de votre personnage. Donc en fait, moi, je pense qu'un Rollmaster, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs la dernière fois. On commence pas niveau 1, on commence niveau 4, 5. Je trouve que c'est pas mal. La richesse de départ, comment donner de l'expérience, les événements personnels, bref. On va dire comment créer des races, comment créer des cultures, comment créer des professions si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce qui existe dans le jeu. Pareil pour les talents et les défauts. Je vais parler de critique, mais on va parler aussi de la santé. Alors, il faut savoir qu'un personnage, il meurt quand vous avez en négatif, admettons que vous avez, alors je crois que c'est si vous avez 40 points de vie, vous mourrez à moins 40, je crois, un truc comme ça. Ça doit être dans les eaux là. J'ai un doute, dans cette version, mais je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Et vous avez en fait toutes les règles pour le soin, parce que bien entendu, les points de vie que vous prenez, ils vont remonter assez vite. Par contre, les blessures, genre les blessures liées à un critique, genre un os brisé, un organe détruit ou ce genre de choses, et ben tout ça, ça va vous donner un certain nombre de jours de récupération sans intervention extérieure, hein, en fonction de la gravité de la blessure. Et la gravité, en fait, elle va se déterminer par rapport à la pénalité que vous avez reçue au moment du critique. Donc ça, il faut les noter, quoi. Hein, genre, je crois, alors genre, par exemple, si vous avez pris moins 40 d'activité sur, je sais pas, un os brisé, bah, c'est une sévérité, enfin, c'est sévère. Et dans ce cas-là, je crois que c'est x5. Non, c'est x10. Donc, par exemple, vous avez un os brisé x10, vous allez faire ça va être x10 en temps de récupération. Vous allez lancer un D100 au moment de la récupération, et puis vous allez multiplier par 10 le résultat de votre jet de résistance. Par exemple, 4, bah, ça va être 40 jours pour récupérer votre blessure. Ça peut monter jusqu'à 100, vous voyez. Et en fonction du type de critique que vous avez eu, bah, vous avez le temps de récupération. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué. Ouais, pourquoi pas, mais bon, voilà. C'est Rollmaster. Les blessures sur les organes, c'est pareil. Les blessures sur les hits, ce qu'on appelle les hits par round, donc les hémorragies. Hein, on va vous dire comment les soigner. Hein, ça va de la pression, on va dire, jusqu'à la cautérisation. Pareil, des détails pour les blessures d'os, les blessures de brûlure, les muscles, les tendons, et c'est assez détaillé au niveau de la santé, de la récupération. La fameuse table de défibrillation que j'ai voulu montrer pour le fun. Qu'est-ce que j'en ai pris sur celle-là, hein? On m'a expliqué que c'était pas réaliste, machin, etc. Mais en fait, je pense que je vais vous dire un truc, on s'en branle. On me dit, ouais, ça veut être un jeu qui est simulationniste. Alors non, non, Rollmaster n'est pas simulationniste. C'est pas ça un jeu simulationniste. Rollmaster est peut-être détaillé, mais il n'est pas simulationniste. Et puis on est dans du Medfan, c'est la défibrillation magique. Vous me dites, ça n'existe, c'est pas possible que ça marche, parce que je vous dis qu'une boule de feu, c'est pareil, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on en sait, hein, en fait, hein, enfin bon, bref, c'est ce genre de truc qui m'énerve assez fortement. Bref, passons rapidement. Donc en tout cas, nous avons une table de défibrillation que vous pouvez utiliser avec un choc-bolt, par exemple. Hein. Bon, par contre, vous risquez de tuer votre cible aussi si vous merdez. Comment faire revivre un corps en fonction de son état de décomposition. Hein. Vous avez le temps après la mort, et je crois que vous avez aussi... Alors, je sais plus si c'est dans la version là, parce que
Oui, donc c'était bien ça. Si vous avez 67 points de vie, vous mourrez à 68, à moins 68, hein, ce qui laisse quand même un peu de marge quand même. On meurt surtout sur des critiques à ce jeu-là. On meurt pas forcément sur des points de vie, hein. Alors vous pouvez aussi prendre des mois d'activité de fatigue qui se récupèrent rapidement. Bon, je vais passer les détails, vous aurez compris. En fait, en gros, le fonctionnement. Et on termine par la psychologie. Alors la psychologie, bah voilà, la réaction initiale d'un adversaire, hein. Vous avez un jet de dés. Les réactions sociales en fonction. Alors vous avez un jet de dés en fonction de votre talent d'orateur éventuellement, hein, votre talent de négociateur. Voilà, les réactions initiales, donc les talents sociaux, comment les utiliser. La peur et le moral, vous avez des règles particulières ici, sachant que tout est effectivement modulaire, hein. Si vous n'utilisez pas les règles de morale, par exemple, ça ne va pas casser le reste du jeu. Et on termine par les règles d'environnement, en fonction, si vous pouvez vous noyer, les températures extrêmes, etc. Les règles sur les poisons, sur la maladie, sur la visibilité, voilà, vous avez à peu près tout ça, tout ça. Bon, alors là, ça va vous faire peur, parce que là, on est effectivement dans le design moche de Rollmaster, c'est que leur feuille de personnage est absolument horrible. Elle ne donne pas envie de jouer. Ce qui est bien dommage, je trouve. Il y a nettement, on a de quoi faire mieux que ça. Et là, ils se sont contentés d'un fichier Excel, ce qui est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà pour le Rollmaster Unified. En tout cas, le Corlo. Alors maintenant, je vais passer à ma conclusion. Alors, en conclusion, alors, Rollmaster, dans cette nouvelle édition, dans ce RMU, c'est une très bonne édition qui suffit en elle-même. Pour moi, il n'y aura pas besoin de 25 000 compagnons pour ajouter des choses. Pour moi, elle se suffit amplement. En ça, je trouve que c'est vachement bien au niveau qu'on ait récupéré quelques règles par-ci par-là des compagnons pour les condenser effectivement dans un seul volume, les rendre beaucoup plus digestes et plus cohérentes entre elles. Ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Alors bien sûr, ceux qui n'aimaient pas Rollmaster ne l'aimeront pas plus maintenant. Hein, voilà, parce qu'en fait, ils ont Ice à garder en fait sa même philosophie. Et moi, personnellement, j'en suis très content parce que on est dans une époque de simplification et ils n'ont pas cédé à ces sirènes et ils gardent en fait toute cette particularité, cette particularité de Rollmaster qui en fait un jeu à part un jeu particulier dans le monde, dans le paysage rôliste. Et pour moi, il est toujours aussi bon, quoi, en fait, hein. Voilà, voilà. Oui, alors qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la simplification est venue surtout sur les armures. Les armures il n'y en a pas 20 types, il n'y en a plus que 10. Vous allez me dire, c'est déjà trop. Oui, sans doute. Mais bon, enfin voilà. Les critiques sont toujours au cœur du jeu et ça c'est vraiment c'est ce qui fait que Rollmaster est assez exceptionnel. Ce sont ces résolutions de combat, le système est toujours le même au niveau de résolution d'action et non, je répète, non, non, non et non. Un Rollmaster n'est pas imbitable, les règles sont absolument en fait. J'arrive jamais à trouver ce mot, putain. C'est fou, hein. À chaque fois, je le dire et je le retrouve plus au moment de le dire. Enfin, vous pouvez. Ce ne sont pas des exceptions, Rollmaster. En fait, les règles sont valables. Il n'y a pas de sous-système, c'est ça que je veux dire. C'est toujours indécent, plus votre compétence, et si vous faites 76 ou plus, c'est réussi. Si vous êtes en dessous, c'est moins. Avec la table des manœuvres, vous pouvez prendre des critiques, oui, alors effectivement, mais si votre maître de jeu vous dit de lancer un dé pour tout et n'importe quoi, ben, le problème c'est lui, c'est pas le système. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est pareil, hein, si vous voulez monter à cheval à donjon et si vous faites un jet de dé, rien ne vous empêche à donjon de vous dire de demander à votre personnage, à votre joueur de lancer un dé 20 pour voir s'il arrive à monter à cheval. Et s'il fait un fumble, bah, il lui arrive des emmerdes. Un Rollmaster, c'est pareil. Voilà. Rien ne vous oblige à lancer des dés.
D'ailleurs, en fait, c'est même dit le contraire hein, dans les règles. Hein. Voilà, voilà. Donc les critiques restent toujours, en fait, sur avec une amélioration au niveau de l'iconographie. Et ça, c'est vachement bien pour se repérer, en fait, rapidement, en fait, dans les effets d'un critique. Voilà, l'open-edit reste toujours au centre du jeu. Un truc quand même, c'est que pour moi, il faut absolument avoir le PDF. Parce qu'il faut pouvoir imprimer les tables de critique, les tables de combat. Et honnêtement, si vous avez que le bouquin, vous allez péter la relure. Hein, ça, c'est clair. Vous n'arriverez pas à absolument tout photocopier. Donc le PDF est pour moi quasi obligatoire. Rollmaster est toujours un système en fait qui crée des souvenirs, hein, comme je ne cesse de le répéter. Et enfin, le truc, c'est que alors, je sais de sources sûres qu'il y a un éditeur mystère, parce que là, je ne sais pas qui c'est, qui a acheté les droits chez Ice pour le traduire en français. Quand, comment et qui, aucune idée. Voilà, donc en gros, ce RMU, bah, j'aime beaucoup. Si vous avez un Rollmaster à acheter, à mon avis, c'est celui-là. Il a quand même des grosses améliorations sur certains points. La résolution des critiques, le système de points d'action est très sympa. Et puis, vous avez un système vraiment qui fonctionne. Alors, pour une prochaine fois, je vous ferai le Spello et le Treasure ensemble. Pourquoi? Parce que le Spello, il y a énormément de listes de sorts, donc ça va être vite réglé. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans le Treasure. Et en sachant qu'il y a un troisième bouquin qui doit sortir, parce qu'il manque quand même un gros pan, un Rollmaster Unified. Pour l'instant, c'est le bouquin sur les créatures, parce que vous n'avez aucune créature là-dedans. Rien du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui manque. Vous n'avez aucun scénario là-dedans. Je ne sais pas si Ice va se lancer dans une nouvelle gamme. Pas trop compter de scénar ou de setting de campagne. Moi, je dirais, il ne faut pas trop compter dessus, on verra, mais au rythme où ils sortent les choses, ça risque, s'ils le font, ça risque de prendre un temps fou. Donc ça, j'ai un gros doute là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire sur le dernier Rollmaster, qui est le digne successeur de celui-ci. Et moi, j'en suis très, très, très content. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Rollmaster. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette trop longue vidéo. Merci beaucoup en tout cas, et portez-vous bien, bon jeu, et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas un petit clic, sur la cloche, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ça, ça aide à la visibilité de la chaîne, et moi, personnellement, j'en serai très content. Merci beaucoup, et à bientôt.